Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Deux sujets dominent l'actualité ce soir. D'abord, la rupture officielle des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, une décision historique qui relance le débat donc sur la souveraineté, l'avenir des relations entre Ouagadougou et Paris. Ensuite, direction la Guinée équatoriale, où un différend autour donc de la vente d'un immeuble à Paris a pris donc une dimension diplomatique au point de raviver les tensions entre Malabo et la France. Pour en parler, donc, nous avons le plaisir de recevoir le camarade Kene Baro, doctorant donc en littérature. Bonsoir camarade et bienvenue. Bonsoir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci. Entrons donc dans le vif du sujet, si vous le permettez bien. Donc, après plusieurs années de tension, le Burkina Faso a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la France. Une décision qui s'inscrit dans une volonté affirmée donc de défendre la souveraineté nationale et de redéfinir donc ses partenariats internationaux. Alors, camarade Baro, le Burkina Faso a officiellement décidé donc de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Comment analysez-vous donc cette décision et que relève-t-elle donc dans l'évolution des rapports entre Ouagadougou et Paris? Ok, merci camarade Valérie. Il faut dire que nous avons appris la nouvelle. On peut dire que ça a été un coup de théâtre, mais un coup de théâtre positif pour nous parce que c'est important de le dire. Pour eux, c'est un coup de théâtre négatif parce que n'y s'attendaient vraiment pas. Il faut dire que cette décision, on peut dire que c'est historique. Pourquoi la décision est historique? Parce que tout simplement, d'habitude, c'est Paris qui décidait quand est-ce qu'il faut rompre, quand est-ce qu'il faut menacer, quand est-ce qu'il faut partir. On a vu le cas de Air France qui avait plié au Mali parce que tout simplement, ils se croyaient toujours maîtres là-bas et ils avaient décidé de revenir comme ils voulaient, comme c'était chez eux, quoi. Donc, ils s'attendaient pas que un jour, un pays africain, surtout, qui a été colonisé, esclavagisé d'abord parce que c'est important de le dire, esclavagisé par et ensuite colonisé, et par la suite nous sommes dans la nouvelle colonisation qu'on appelle la néocolonisation. Donc pour eux c'est une continuité, c'est inscrit en eux, c'est devenu une partie intégrale de donc ils ne peuvent pas imaginer que un pays, un noir décide de dire à Paris, non, c'est bon, stop, allez-y, on n'a plus besoin de vous. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on attend les résultats parce qu'ils disent qu'ils vont réagir. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas d'abord à croire. Pour eux, c'est un cauchemar. C'est qui ces gars-là? C'est quoi cette histoire-là? Donc, ils ne comprennent pas les mouvements qui se passent actuellement. C'est dommage, mais bon, il faut dire que cette décision, on peut dire que tout simplement, Paris en est le premier responsable de cette décision, vu les multiples agissements négatifs pour arrêter une dynamique qui a été déclenchée par les autorités et soutenue à 200% par les peuples sur place, comme un peu partout dans le monde, qui sont fiers de voir ce qui est en train de se réaliser au niveau de la Confédération et surtout au Burkina Faso. Alors, vous avez dit, c'est une décision historique, mais quels sont selon vous les principaux facteurs qui ont vraiment conduit à cette rupture? Oui, mais c'est un peu comme ce que je le disais, le maître, vous voyez, c'est un peu compliqué. Quand on est maître, Bon, ici. Oui, je vais en venir, mais il faut à un certain moment rentrer dans le subconscient du maître, c'est-à-dire se mettre à la place du maître. Mm-hmm. Il ne doit pas être contesté. Il est là pour donner des ordres. Et c'est lui qui décide. Donc, à chaque fois que, comment on appelle, l'élément qu'il commande essaie de prendre son indépendance, non, il dit non, c'est pas possible. Et quand à un certain moment, il y en a qui disent non, trop, c'est fini. Donc, les gars, ils ne croient pas. Ils ne croient pas encore à la décision. Mais donc, il y a eu l'harcèlement. Quand on a dit non, parce que le non a commencé d'abord le 30 septembre 2022, quand le président le camarade Traoré venait au pouvoir. Donc, c'est là que ça a commencé. Et quand ça a commencé, le camarade président, l'une de ses sorties, a dit que ils sont venus le voir. Les gens sont venus le voir et dit non, si vous dites à ces gars de partir, ce ne serait pas bon. Il a dit bon, nous on a pris la décision, vous allez partir.
Ils ne croyaient pas qu'on pouvait les mettre dehors. On les a mis dehors. Donc, ils ont essayé de faire des choses. Ils voulaient faire un coup d'État. On a pris certains gars du renseignement de DGC français. On les a pris. Donc, suite à ça, les gars, ils ont continué d'harceler. C'est-à-dire, c'est des coups d'État qu'ils ont essayé de planifier. Et on s'est rendu compte que le terrorisme n'était pas du terrorisme, mais c'était du mercenariat pour dégager ceux qui sont au pouvoir, pour mettre ce qu'ils voulaient. Donc, il y a eu un harcèlement. On les a avertis à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'il était temps de leur dire, bon, c'est bon, et le mariage, c'est terminé. Voilà. Alors, peut-on considérer cette décision comme la fin de plusieurs décennies d'influence française au Burkina Faso? La fin de plusieurs, oui, mais il faut dire que l'influence française reste toujours palpable dans nos pays parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se détacher. Et je suis sûr même qu'il y a certains intellectuels au Burkina Faso et ils n'osent pas critiquer la décision de chasser Paris comme un malpropre et sur les médias un peu de façon officielle, mais sur les comment on appelle, dans les bureaux, les coins de café, il y en a qui ne sont pas d'accord avec la décision parce qu'ils ne croient pas à la France. Voilà. Mais vous allez voir que la jeunesse révolutionnaire et patriote salue vraiment cette décision de dire vraiment, mais sinon l'influence reste toujours palpable. Pour s'en débarrasser, ça va prendre du temps. Mais c'est un bon début. C'est un début historique parce que il faut que ça commence un jour. Et c'est ce jour qui est arrivé. Vous avez tantôt dit, Paris dit réagir. Paris évoque déjà donc d'éventuelles mesures de réciprocité. À quoi faut-il s'attendre? Oui, bon, ils veulent déstabiliser. C'est la première des choses. Ils sont en train de réfléchir. Ils réfléchissent à des méthodes, comment faire pour déstabiliser tout, et puis revenir. La première mesure, c'est ça d'abord. Ils réfléchissent d'abord à ça. Et ils ont toujours réfléchi à ça. C'est une continuité, ils ont toujours réfléchi à ça. Peut-être que cette décision vont amplifier encore les choses. Vous allez peut-être voir que les semaines à venir, les attaques vont se multiplier au Burkina Faso. On va avoir des attaques d'ampleur. Mais en réalité, c'est pas des terroristes. C'est Paris qui a actionné pour mettre encore plus la pression. C'est d'abord ça. Et peut-être, comment on appelle, notre ambassade qui est de l'autre à Paris aussi, bon, c'est sûr que nos autorités avaient déjà donné l'ordre de fermer. On a déjà pris les mesures, comme c'est nous qui avons dit, c'est bon, c'est sûr que nos éléments ont été déjà avertis. Et puis bon, mais en plus de ça, comme mesure, ce que Paris peut faire aussi, c'est d'amplifier la négativité, le narratif, et sur nos pays, la Confédération sur le Burkina Faso, avec ses autres partenaires européens. Voilà, dans les salons, les décisions, et même soutenir davantage l'Ukraine pour que l'Ukraine se retrouve au Sahel pour amplifier les attaques. Parce que quand les gars disent vont prendre des mesures, en réalité, les mesures qu'ils peuvent prendre et qui peuvent nous faire vraiment, vraiment très, très mal là, c'est comment on appelle ça, amplifier les attaques sur nos sols. Parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'ils peuvent aussi passer par le franc CFA, ils pouvaient passer. Imaginons si la CEDEAO on était toujours au niveau de la CEDEAO, c'est la CEDEAO qu'ils allaient utiliser pour nous fragiliser davantage. Mais comme nous ne sommes plus au niveau de la CEDEAO, mais il y a le franc CFA. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir comment utiliser le franc CFA pour nous affaiblir économiquement. Parce que aussi il y a une réalité qui est là. L'économie burkinabé est en train de se sentir de mieux en mieux. Nous sommes en train de faire des merveilles. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer par l'UEMOA? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que nos autorités, avec les camarades et l'appui de tous nos ancêtres qui ont méritants, qui rêvent de voir un jour ce peuple s'émanciper du tutelle occidental, et on aura tous les soutiens. Alors, camarades, quelle appréciation faites-vous de la motion donc de soutien adoptée hier par les présidents des parlements de l'AES en réaction donc à la résolution votée par le Parlement européen? Il faut dire que c'est le minimum. C'est vraiment le minimum parce que si nous disons que nous sommes ensemble pour le bien et pour le pire, et quand les décisions arrivent, il faut que
ces moments-là sont importants pour la Confédération parce que c'est à partir de ces moments et de ces décisions historiques qu'on doit sentir que la Confédération, c'est pas un leurre. C'est pas un leurre, c'est comment on appelle, c'est plus qu'une ambition. C'est de l'utopie réalisable. Parce que c'est à partir de ça, on sent que nous sommes ensemble. Voilà, donc il faut dire que c'est le geste naturel qu'on attendait. Tout à fait. Voilà, parce que si le Mali et le Burkina Faso le Mali et le Niger n'accompagnaient pas le Burkina Faso dans ce sens, ça veut dire que la France allait être un peu contente, dire que de la manière dont on pense que ces gars sont aussi soudés, c'est pas aussi ça, et ils allaient commencer même peut-être à travailler et voir comment créer la scission à l'intérieur. Parce qu'ils essayent. Ils passent par tous les moyens pour voir comment ils peuvent créer la scission à l'intérieur de la Confédération. Mais il faut qu'on reste un mur. Et c'est vraiment important. Parce que votre question, c'est quoi? Vous avez vu que quand le général Gomar, qui a échoué au Mali en 2012 jusqu'en 2024, qui n'a jamais pu stopper le terrorisme, après on s'est rendu compte que c'est eux qui armaient les terroristes et c'était le mercenariat. Parce que il y a un élément qui est important. Quand vous regardez la nature du terrorisme en Afrique, au Sahel, et la nature du terrorisme en Occident, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que en Europe, quand on entend attaque terroriste, c'est un couteau, c'est deux gars qui sont coagulés, qui partent tirer sur les gens, mais on ne voit jamais des centaines de personnes sur des véhicules, dans des véhicules ou bien sur des motos pour déguerpir les gens des populations. On ne voit jamais ça. Ça veut dire, ça doit même nous poser des problèmes. Donc, quand les gars prennent une décision, quand la France prend une décision au Parlement européen, vous vous rendez compte que c'est tout le Parlement européen qui soutient. Et ça cause ça, souvent, je dis que ça soit la France et tous les clics de l'Union européenne, ils sont tous même chose, même pipe, même tabac. Parce que le général a dit de contre-vérité. On a l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso. On a beaucoup d'ambassadeurs qui sont là, qui voient les réalités, qui voient les actes positifs, l'amélioration de la situation économique, l'amélioration de la situation comme on appelle sanitaire, sécuritaire. Les gens sont en train de retourner. Mais il allait dire de contre-vérité là-bas, mais personne au Parlement n'a dit non, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Parce que eux tous là, ils préfèrent voir les États africains sous les pieds. Merci beaucoup, camarades. Excusez-moi de vous arracher la parole. On est un peu pris donc par le temps, ce qui nous permet donc de passer au second sujet. Après donc le Burkina Faso, c'est au tour donc de la Guinée équatoriale de durcir le ton face à Paris en cause donc la vente annoncée donc par la France d'un immeuble saisi donc dans l'affaire des biens mal acquis. Malabo donc considère qu'il s'agit donc d'un bien diplomatique protégé donc par le droit international et menace donc de rompre ses relations avec la France. C'est une nouvelle crise qui relance le débat donc sur l'évolution des relations entre Paris et plusieurs États africains. Alors camarades, comment un dossier judiciaire a-t-il pu déboucher donc sur une crise diplomatique entre la France et la Guinée équatoriale? Oui, il faut dire que la France n'est pas sa première, c'est pas sa première fois d'accuser des pays, des individus et d'avoir des biens mal acquis chez eux là-bas. Donc il faut comprendre, en réalité c'est un jeu. Et comment un dossier judiciaire peut se retrouver entre les mains des politiques. En même temps, c'est la preuve que la justice est actionnée par les politiques. La justice n'est pas neutre en réalité. Voilà, c'est toute la preuve qui est là. Mais en revenant sur l'épisode de Malabo, je disais que la France, c'est pas sa première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? L'historique, c'est quoi? C'est-à-dire, la France, en mettant des dirigeants à la tête de nos États, a fait comprendre à la plupart de ces dirigeants qui ont fait leur formation chez elle là-bas, dire que si vous êtes au pouvoir, les biens que vous allez avoir, si vous les maintenez chez vous là-bas, le jour qu'il y a un coup d'État, celui qui vient au pouvoir, il va tout bloquer. Donc, ce que nous on vous propose, si vous êtes au pouvoir, vous pouvez venir garantir vos biens chez nous en France là-bas ou en Suisse. Voilà comment ils ont eu nos dirigeants. Et donc, beaucoup de nos dirigeants
ont volé, ou bien, bon, je ne sais pas, se sont enrichis et ils sont allés protéger leurs biens en Europe, en France là-bas. Et donc, qu'est-ce que Paris fait? Comme Paris sait comment tu as eu tes biens, et il sait que c'est un jeu de dupes. À un certain moment, le jour qu'il n'est plus en sainteté avec toi, il commence à faire sortir les mêmes biens qu'il t'a vendus. Quand il te vendait, il ne voyait pas que c'était des mal bien acquis. Maintenant, quand il veut les arracher parce qu'il n'est plus en sainteté avec toi, il actionne la justice. Il donne tout le dossier aux journalistes d'abord. Vous allez voir que c'est les journalistes qui vont d'abord commencer à en parler. Vous pensez qu'ils ont fait une enquête? Ils n'ont pas fait d'enquête. C'est l'État français qui leur donne le dossier et ils commencent à en parler. Et quand ils commencent à en parler, la justice va se saisir. Quand la justice se saisit maintenant, les politiques actionnent pour qu'on arrache. En arrachant, souvent, c'est-à-dire, ils disent quand ils arrachent, ils vont revendre. Mais en revendant, ils disent qu'ils vont donner les biens aux populations. Mais en réalité, c'est pour l'économie française. Ça a été toujours comme ça. Mais nos dirigeants n'ont jamais tiré de leçons. Ils n'ont jamais tiré de leçons. Mais aujourd'hui, ce qui est bien avec l'épisode de Malabo, c'est que Malabo a réagi. Et Malabo dit, si vous arrachez, nous aussi, votre patrimoine qui est chez nous, on va faire même chose. À ce propos, les arguments qui sont avancés de part et d'autre, quelle appréciation vous en faites? Non, c'est un jeu en réalité. Ça veut dire que, non, quand vous regardez la scène internationale, c'est du faux. C'est la puissance des armes, c'est la puissance de ton économie qui fait de toi, et comme on appelle, un État stable, un État qui peut influencer les autres. Si tu n'es pas ça, tu seras toujours influencé par les autres. Tu vas subir leurs décisions. Parce que les arguments qu'ils ont avancés, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Ça ne tient vraiment pas. Mais est-ce que Malabo peut mettre en application ces sanctions? Ah, bien sûr. Si ils vendent, ils arrachent, eux aussi vont arracher. C'est tout. Et pour eux, dent pour dent. Et je pense qu'il est temps que les États africains aient le courage de réagir. Parce que quand vous réagissez ainsi, les gars, ils commencent à dire, ah, si on fait ça, les gars, ils peuvent réagir de cette même manière. Parce que leur méthode, c'est quoi? Quand ils ont des soucis avec toi, soit ils veulent te déstabiliser, soit ils te frappent économiquement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec la Russie, les sanctions économiques. Donc, il est temps aussi que nos pays commencent à prendre aussi des sanctions économiques sur les grandes entreprises européennes qui font du bénéfice dans nos pays. Je pense à Orange, je pense à Sobebra qui se font des milliards. Donc, quand on va commencer à les taper, eux aussi, quand ils veulent prendre des résolutions contre nos pays, ils vont réagir. Et ils vont réfléchir plutôt avant d'aller en action. Alors, l'avant-dernière question, au-delà donc de cette affaire, cette crise traduit-elle donc une remise en cause plus profonde des relations donc entre la France et certains États africains? Oui, c'est-à-dire ce que tout le monde connaissait et c'est ce que nos premiers dirigeants voulaient éviter, les Kwame Nkrumah, les Sankara, les Sékou Touré, pour dire que ceux qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, ne peuvent pas vouloir notre bien. Parce que le jour que on arrive à se débarrasser de ces gars, ils vont se retrouver au bas de l'échelle. Donc, ils travaillent toujours pour nous maintenir ainsi. Parce que c'est notre situation de misère, de pauvreté, les arrange. Voilà, donc ça a été toujours le cas. Aujourd'hui, nos États commencent à avoir le courage avec la dynamique au Sahel et la diaspora aussi qui appuie. Certains dirigeants, hormis les dirigeants de l'AES, commencent aussi à lever la voix pour dire non, on n'est pas d'accord. Donc c'est une leçon d'éveil. Nous sommes dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, tout va se savoir. Voilà. Alors, dernière question donc, avant de refermer les portes de notre émission. Après donc le Burkina Faso, cette nouvelle tension est-elle le signe d'un recul de l'influence diplomatique française sur le continent? Oui. La France est en train de reculer. Elle a commencé à reculer de façon économique parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont été balayées par les entreprises chinoises. Tout à fait. Donc, ils ont perdu ce terrain. Maintenant, l'influence diplomatique est en train de reculer suite à leurs injonctions, suite à leurs dictats. Donc, les pays commencent à dire non. Les pays commencent à les répondre. Et donc, à chaque fois que comme on appelle, celui que tu considères comme ton esclave, comme ton élève, commence
à te répondre, à te donner certaines réponses que tu ne veux pas entendre, il faut comprendre que tu as commencé à perdre du terrain petit à petit. Mais nous, ça nous arrange. Il fallait que ça commence. Et ce recul-là va aller va doubler de vitesse. Va doubler de vitesse. On ne dit pas que la France ne va pas revenir. La France, quand elle va revenir, elle n'aura plus de dictats à donner. On va s'asseoir pour parler le même langage et tisser des relations qui arrangent la France, qui arrangent aussi le Burkina, mais il n'y aura plus un autre pays qui va travailler, s'appauvrir pour enrichir un autre pays. Voilà qui est bien résumé. Merci beaucoup. Merci infiniment, camarade Baro Kene, pour ces analyses et ces éclairages. Je rappelle que vous êtes doctorant en littérature orale. Merci pour votre disponibilité. Merci, camarade Valérie. À retenir, ces deux dossiers illustrent les profondes mutations des relations entre la France et plusieurs États africains dans un contexte marqué donc par l'affirmation de la souveraineté et la recomposition des partenariats. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une prochaine émission de Décryptage 360. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.